Vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Antoine Fraisse, fondateur de Kerala Venture. Bonjour Antoine, ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Je vais te présenter rapidement pour les gens qui te connaîtraient pas à tout hasard. Donc, dans les grandes lignes, tu es multi-entrepreneur, investisseur. À la base, tu es diplômé d'HEC. Tu as participé à des tonnes d'aventures entrepreneuriales, mais surtout, tu es connu pour avoir participé au lancement de startups dont certaines ont eu un grand succès. On va citer La Fourchette, devenue The Fork, Doctolib, Malte. Et puis, en 2015, tu as fondé Kerala, qui est donc ton fonds dans lequel tu vas investir environ 1 à 2 structures par an, avec vraiment cette logique d'être là au tout démarrage, avant même parfois la création de la structure, et d'être dans un accompagnement très proche des fondateurs. Est-ce que déjà, dans les grandes lignes, c'est ça? Est-ce que tu as envie de compléter ce que je raconte de ton parcours? Bonjour Chloé, ravi d'être ici pour échanger aujourd'hui. La présentation est très claire, sans s'étaler trop longtemps sur mon parcours. Avant l'aventure La Fourchette, j'ai été pendant 6 ans chez Last Minute, à des postes plus classiques, on va dire, de manager. Et j'ai fait, pendant ces années-là, des sales et des opérations. J'ai notamment été responsable des opérations et des services clients, donc avec 200 personnes sur des centres d'appel, du SAV, de la qualité, un peu de marketing client. Et ces expériences de sales et d'opérations, elles ont été extrêmement structurantes pour moi. J'ai appris des choses extrêmement concrètes, beaucoup de management, sur des profils qui sont pas les profils un peu diplômés qu'on peut croiser un peu plus souvent dans évidemment dans les fonds, mais aussi dans les startups. Et du coup, une expérience très structurante pour moi, dont je me sers chaque jour encore aujourd'hui. Une expérience effectivement qui a dû être particulière avant la suite, et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier pour moi aussi, parce que finalement j'aurais pu t'interviewer dans la lignée des épisodes qu'on dédie aux dirigeants sur leurs enjeux humains pour demain, et j'ai plutôt eu envie de t'interviewer comme un expert sur un des sujets RH en fait, quelque part, parce que tu t'es forgé en fait au fur et à mesure de ton expérience pas mal de convictions et une méthode assez structurée sur le recrutement, que tu as d'ailleurs partagé dans un livre que tu as publié cette année, justement un livre pour attirer les meilleurs. Donc on reviendra peut-être sur ce que ça veut dire pour toi. Et voilà, j'avais vraiment envie d'avoir cet angle-là. Nous aujourd'hui, on travaille beaucoup évidemment autour des problématiques de recrutement, mais avoir l'avis d'un investisseur sur la façon d'aborder ce sujet, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'entend pas beaucoup. Donc peut-être pour démarrer, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te tient autant à cœur finalement? Plus les années ont passé, plus j'ai eu la casquette d'investisseur, même si en étant associé au lancement, c'est un investisseur un peu, on est loin un peu du cliché de l'investisseur, puisque c'est un rôle très opérationnel, quand on fait une association avec 2 ou 3 entrepreneurs, alors qu'il n'y a pas un seul client et qu'il n'y a pas encore de bureau, ça reste quand même très concret. C'est vrai. Mais quand les sociétés se développent, évidemment, là, le rôle devient un peu plus classique, participation à un board, etc. Et la raison pour laquelle je me suis passionné pour le recrutement, c'est une observation de ces années de travail avec mes entrepreneurs en me disant une chose. Quand je prends du recul, ce qui compte le plus, c'est pas comment, de quelle manière, c'est pas des conseils en stratégie, en marketing, qui peuvent être bien sûr très intéressants, mais les vrais buts que j'ai pu marquer positivement, quand j'ai essayé de lister tout ça, c'est quand j'ai pu aider très concrètement à recruter des personnes de très haut niveau au bon poste pour les startups. Et en fait, ça, c'est une observation, on peut souvent être d'accord avec ça, parce que à la fin, c'est la meilleure équipe qui gagne, les meilleures femmes et les meilleurs hommes avec la bonne culture, et donc si on recrute les meilleurs, évidemment, on se donne toutes les chances de réussir, et en fait, c'est ça le facteur de succès numéro 1. Et en tant qu'investisseur, on doit intégrer ce point-là pour se concentrer sur ce sujet, mais pas en faisant 10% de son temps, en se concentrant là-dessus de manière massive, et en se disant, ok, moi, mon objectif maintenant, c'est pas d'aller challenger tel ou tel point de marketing, c'est de me concentrer sur le top 5, 6, 7, 8 de cette société pour tout faire pour qu'on ait vraiment l'équipe qui gagne. C'est hyper intéressant, et en fait, on a pas mal de contacts chez Authentic Talent avec des investisseurs dans des environnements très différents et à des niveaux aussi très différents. Et quand on dit effectivement recruter les meilleurs, c'est une clé de succès, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Et en même temps, force est de constater que ça a pas l'air d'être le sujet numéro 1 de tes confrères, en tout cas de certains, il y en a qui le font très bien, mais c'est pas forcément le sujet sur lequel on voit le plus de maturité. Est-ce que tu as un avis sur cette question?
C'est pas un sujet, en effet, naturel pour beaucoup d'investisseurs. Il s'agit pas de les critiquer, mais c'est une constatation. C'est une constatation. Pour plein de raisons. On peut en citer une, c'est qu'ils ont souvent des parcours assez peu opérationnels. Ils sont finalement assez loin de ces sujets-là, même si, évidemment, avec le temps, ils constatent que la performance, elle est drivée de manière d'abord par la qualité des équipes. Donc, tout le monde, à la fin, est d'accord avec le fait que c'est un objectif prioritaire, voire probablement l'objectif numéro 1. Mais la question, c'est comment, très concrètement, on passe de la compréhension de l'importance à la « je peux amener de la valeur sur le sujet ». Et c'est ça qui est aujourd'hui la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que sur des sujets, par exemple, de sales, de marketing, depuis 20 ans, on a vu la manière dont on est passé d'exécution artisanale à des choses extrêmement chiffrées, l'utilisation des meilleurs SaaS du marché. Enfin, aujourd'hui, on fait des sales, on fait du marketing de manière beaucoup plus processée, avec beaucoup plus de méthodes que ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. Mais dans le recrutement, finalement, alors pour le coup, les sociétés comme la tienne sont des bons contre-exemples. Genre, il y a de la technique et de la méthode, mais pas tant que ça, vu le niveau d'enjeu dont on parle. Complètement d'accord, et je pense que ça contribue à rendre ce flou et ce décalage entre on sait que c'est une des clés de succès numéro 1 de toute entreprise, et pas juste de celle qui se lance en fait, quelque part. Et en même temps, on a toujours l'impression que c'est un sujet un peu flou, un peu que tout le monde fait un petit peu à sa sauce, alors qu'il y a des vraies méthodologies, et tu vas nous en partager certaines aujourd'hui, et il y avait des vraies données aussi à exploiter autour de ce sujet-là. C'est pas qu'une question de feeling, d'intuition, etc. Et il y a un truc que tu m'as dit, que tu as aussi remis dans ton livre et qui m'a vraiment interpellée, c'est le rôle du dirigeant de la structure dans le recrutement, qui est un rôle central. Ce qu'on n'observe pas non plus toujours, ce que tu nous dis, c'est que c'est une des choses que tu attends en priorité d'un dirigeant, c'est de savoir recruter. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? En mettant les pieds dans le plat, c'est pas une des choses, c'est la chose numéro 1 de loin. J'ai évoqué ce parallèle un peu lourd avec le sport, mais Didier Deschamps, qui est entraîneur de l'équipe de France, son autre terme, c'est sélectionneur. Son job, c'est de former l'équipe de France. On est tous assez d'accord pour dire que s'il commence bien sur la formation de son équipe, d'ailleurs c'est pas forcément juste les meilleurs, c'est aussi l'équipe qui va la mieux fonctionner. A priori, on commence à démultiplier notre probabilité de gagner la coupe. Je pense fondamentalement qu'un dirigeant ou un manager d'une équipe un peu importante, son job numéro 1, c'est de recruter. Évidemment, il en a d'autres. Il faut qu'ensuite il manage bien, il faut que la culture soit la bonne. Mais son job numéro 1, c'est de recruter. Si à l'inverse, il recrute mal ou il ne met pas le bon focus, il va avoir une équipe de niveau, mettons, moyen. Et là, ça va lui prendre beaucoup de temps à manager, gérer les problèmes, gérer les départs parce qu'il n'aura pas recruté les bons, etc., etc. La réalité, c'est que on observe très souvent, dans une très grande majorité des cas, un sous-investissement en temps de ce qui est dédié au recrutement. Ça pose beaucoup de questions. Comment est-ce que je fais concrètement? Si je dois passer 25 à 40% de mon temps à recruter, ce qui est globalement mon estimation pour un dirigeant de start-up. Évidemment, 25 à 40%. Je le redis, c'est intéressant. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Il s'agit pas de donner le sentiment que j'ai une réponse toute faite. Mais même une start-up qui serait pas, ou une PME qui serait pas en très forte croissance, pour plein de raisons, je pense qu'on tombe jamais sous les 10-15%. Comment est-ce que concrètement, en tant que dirigeant, manager de vos équipes, je mets le focus, parce que le recrutement, ça demande du temps, c'est une des conditions. Comment est-ce que je m'assure de recruter les meilleurs et comment est-ce que j'organise mon temps et mes priorités pour atteindre cet objectif? Parce que si j'atteins cet objectif, ceux qui vont exécuter et faire les résultats, ce sera de moins en moins moi, ce sera les très bons que j'aurai recrutés. Le job d'un dirigeant, d'un manager, c'est de recruter ceux qui feront un job au moins aussi bon que il ou elle est capable de faire. Et alors, sur quoi précisément? Parce que pour les côtoyer, une grande partie ne sont pas formés à ça, ne sont pas forcément hyper équipés, et s'ils sont convaincus que c'est effectivement le levier numéro 1, la question c'est quel est leur rôle à eux précisément. Une partie vont dire je m'appuie sur j'ai des super recruteurs dans l'organisation, j'ai des chasseurs, etc. Et d'ailleurs, tu as fait un parallèle avec ça dans ton livre qui était intéressant sur le rôle des chasseurs et l'équilibre important à trouver justement. Qu'est-ce qu'il doit vraiment faire le dirigeant? Qu'est-ce qui est dans sa cour à lui? Ça, c'est une très bonne question. C'est pas parce qu'on s'est dit, OK, je suis convaincu maintenant, c'est mon focus, donc je vais passer beaucoup de temps, il faut avoir le plan d'action. Bien sûr. Là, la réponse, elle est très large. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que très bien recruté, on est d'accord déjà qu'il n'y a pas de prétention dans mes propos, donc il n'y a pas de recette miracle. Tu es dans le secteur, tu le sais très bien, donc le risque est toujours élevé. Oui. Donc on se donne la probabilité la plus élevée de faire des très bons recrutements. Faudrait le préciser à chaque fois. Réduire le risque d'erreur, c'est toujours voilà, ça. Voilà, on fait de son mieux, mais à la fin, par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va payer. Okay. On va augmenter fortement le niveau de très bon recrutement. Qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? Une paire de choses très vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une paire de choses, c'est ne pas se satisfaire, au poste important, de recrutement moyen ou juste bon. Ça, c'est la célèbre phrase. Elle ou il fera l'affaire. Oui, je pense qu'il ou elle est bien. Non, s'il est bien,
c'est pas un très bon recrutement. Bien, c'est pas excellent. Donc, on ne se satisfait pas ça. Donc, c'est cette culture de l'exigence. Y compris quand on a du mal à trouver. Parce que y compris quand on a du mal. Une des pires erreurs, c'est de recruter sous la pression en ayant juste la solution qui va permettre de. Ouais. Ça, c'est vraiment mieux vaut souffrir 1 ou 2 mois de plus que de s'engager avec quelqu'un qui va être moyen ou pas bon pendant des années et qui va, s'il doit partir en plus in fine, nous faire reperdre un an de plus. Absolument. C'est dur, mais il faut savoir être extrêmement strict et exigeant. La deuxième conseil concret, c'est il y a un effort dans le recrutement. On peut être malin, avoir des bonnes techniques, il y a un effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, on ne peut pas très bien recruter si en moyenne on voit 4 candidats sur les postes clés. C'est pas vrai. Donc, est-ce qu'il faut en voir 10 ou 20, je ne sais pas. J'ai sorti une sorte de moyenne à 15 dans mon livre, qui est sur la base des 200 recrutements auxquels j'ai participé. Le chiffre magique n'existe pas. En tout cas, il faut tout faire pour se donner la possibilité de choisir entre 2 ou 3 très bons. Donc, pas un choix par défaut, pas un choix sous pression. C'est les 2 premiers conseils. Et pour faire tout ça, évidemment, il y a plein de techniques pour avoir des candidats, mais il faut pas avoir peur en tant que dirigeant ou manager de chasser soi-même. Oui, alors, on peut le faire avec un chasseur, bien entendu, mais on peut aussi le faire soi-même. C'est-à-dire prendre vraiment le réflexe de dire, OK, en fait, je vois à peu près de qui j'ai besoin, c'est à peu près clair, parce que un sujet, parfois, c'est pas clair, mais mettons que ce soit clair du type de profil dont j'ai besoin, eh bien, moi-même, je vais tous les jours, sur LinkedIn, attaquer 15 ou 20 personnes en leur proposant un échange. Et ça marche. T'as beaucoup plus de chances de transformation, j'imagine que tu l'as mesuré, que si c'est fait par une tierce personne. Oui, et là on arrive sur un des sujets clés, c'est souvent le chasseur de tête amène en fait une perte de chance très forte sur les très bons profils. C'est dur à dire, il y a des solutions pour l'éviter, mais il faut en être conscient. On est dans un marché du travail hyper tendu. Quand un dirigeant, un CEO ou un manager en poste écrit à quelqu'un, il a en général des taux de retour bien plus élevés qu'un chasseur ou un extérieur ou même souvent quelqu'un d'RH. Alors il y a des solutions pour éviter tout ça et travailler en équipe intelligemment, mais il faut être conscient de ça. Donc oui, quelqu'un qui écrit, un CEO ou un dirigeant qui écrit directement pour parler de son projet, de sa vision, oui, là les taux de conversion sont maximales. Alors, je sais que dans les gens qui nous écoutent, il y a pas mal de chasseurs de tête et il y a aussi les personnes qui sont vraiment dans le département Talent Acquisition de pas mal d'entreprises et qui vont se poser la question de comment est-ce que tu vois, du coup, la meilleure synergie? Sur quoi est-ce que tu penses qu'ils vont avoir de la valeur vraiment apportée? Sur quoi est-ce que tu crois que idéalement, il faut que ça reste à la main du dirigeant? Chasseur de tête, il s'agit absolument pas de critiquer tout le travail. Ce qu'on peut dire, c'est que moi, là où je vois le plus d'apport en général, quand on fait équipe avec des chasseurs de tête, ce qui est souvent une très bonne idée, on pourrait en parler des heures, mais il y a 2 choses qui se détachent. La première, c'est l'effet volume, tout simplement. L'effet de chasse, ça prend du temps. Et donc, un chasseur de tête qui travaille bien, qui vous connaît bien, qui a mis en place le bon email d'approche, le bon message avec le CEO, il peut avoir des très bons taux de retour, il est capable de bien vendre la société. Et donc, sur la pure partie chasse, oui, valeur importante du chasseur. Et il y a un deuxième apport qui est très net, c'est sur la partie suivi des candidats, mettre en place un canal de communication indirect mais extrêmement riche, et pour le recruteur, le CEO ou le manager, prendre des feedbacks qu'il n'aurait pas eu parce que les candidats n'auraient pas osé les faire. C'est 2 choses, vraiment, apport des chasseurs très fort, apport souvent un peu exagéré, voire franchement exagéré, le réseau du chasseur. Espèce de mythe de j'ai déjà le candidat, ça la réalité c'est que c'est rare. C'est vraiment bien inférieur à 10%, je dirais, des recrutements où les chasseurs sont impliqués. Donc, le chasseur, on peut le prendre, mais il faut le prendre en sachant où sera la valeur ajoutée sans l'exagérer. Et surtout, la mauvaise attitude, c'est penser qu'on va déléguer le recrutement à un chasseur de tête. Quand on fait ça, on augmente la probabilité de se planter. Pourquoi ? Pour la raison que j'évoquais et qui est mon avis, c'est que quand on est un dirigeant manager, c'est notre job de recruter. Le chasseur est un partenaire et sûrement pas quelqu'un qui, dans 2 mois, va revenir avec 2 candidats shortlistés. Quand on fait ça, là, vraiment, on augmente la probabilité de se planter, je pense. Ok, merci pour ce partage du coup qui est très concret. Il y a une question que je me pose quand tu parles de ta méthode. Tu démarres évidemment par le commencement et l'une des pièces du commencement, c'est de définir ce qu'on cherche vraiment. Et donc c'est tout le travail autour de la scorecard qu'une partie des gens qui nous écoutent connaissent sûrement et qu'une autre partie peut-être va avoir envie de découvrir ici. Il y a tout ce travail justement de définition des critères qui sont incontournables pour le poste, du profil que tu fais pour le coup effectivement avec l'équipe de direction. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et puis qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être sur ce que sont de toute façon pour toi, même s'il y a des choses qui sont vraiment du sur-mesure liées à chaque entreprise, mais les critères essentiels pour, d'une façon générale, tous les dirigeants que tu vas aller recruter. Je me permets d'interrompre 15 secondes votre écoute. Si vous êtes encore avec nous, c'est que le contenu vous plaît et on vous a compilé toutes les idées, les messages clés, les conseils de nos interlocuteurs sur notre site internet authentictalent.fr. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Le lien du site est dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Très très bonne question. Alors le premier point, c'est la scorecard.
Scorecard, on peut l'appeler différemment. On peut dire que c'est la description du profil idéal. Là, pour vraiment les grandes lignes, c'est... Alors, sauf sur un recrutement pour un poste que vous connaissez très bien. Vous recrutez le 10e directeur de zone, vous savez très bien comment ça fonctionne. Là, le sujet peut aller plus vite. Mais pour les autres, des recrutements importants pour lesquels il y a un peu une nouveauté dans le profil que vous recherchez, il faut absolument prendre le temps de définir de qui vous avez besoin. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a l'impression que ça, c'est un peu facile, que c'est un peu évident. Et comme disait ma grand-mère, ça va mieux en le faisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous écrivez réellement les qualités dont vous avez besoin, ce qui est très important, c'est de hiérarchiser au moins le top 2 ou top 3. Parce que si vous mettez tout au même niveau, en fait, vous l'avez pas vraiment fait, votre scorecard. Tu mets un nombre maximum? En tout cas, une scorecard, on peut dire que c'est entre 7 et 12 critères. Mais le plus important, je pense, c'est quels sont les critères absolument clés et quel est leur ordre. Le top 3, on va dire. Pourquoi est-ce que je reviens au conseil de absolument le faire de ma grand-mère un peu scolaire? Ouais. C'est que en le faisant, les questions et les discussions arrivent. Entre associés, avec vos collègues, avec vos cofondateurs, avec le manager avec qui vous recrutez. Donc, il faut le faire. Il faut pas considérer que c'est une évidence. Moi, mon estimation, c'est que environ un recrutement sur 2 rate à cause de ça. On n'a pas cherché la bonne personne. Ce n'est pas que le candidat n'avait pas le niveau, c'est qu'en fait, on n'a pas juste compris de qui on avait besoin. Donc ce travail, il est fondamental et on voit très souvent des process qui durent, mais très longtemps, parce qu'on parle de la scorecard au moment de décider du candidat. Voilà. Et là, c'est un petit peu tard. Et là, c'est un peu tard, on a perdu des mois. On arrive, on se dit, maintenant, ce serait quand même bien que elle ou lui ait une expérience quand même dans notre secteur. Ah mais oui, mais on se l'était pas noté dans la scorecard, donc nous, du coup, on allait chasser des personnes qui n'avaient pas... Donc, il faut vraiment discuter en amont, il faut pas considérer que c'est facile. Et puis le deuxième conseil parmi pas mal d'autres, mais c'est toujours penser long terme. Si on recrute pour gérer une équipe, par exemple, telle qu'elle est aujourd'hui, on n'est pas en train de réussir sa vision et son ambition. Il faut repartir du business et des objectifs, mettons à 2-3 ans, c'est déjà un bel horizon, en se disant qu'est-ce qu'on veut construire. Il faut recruter des personnes qui seront capables de réussir cette vision et cet objectif. Autrement dit, c'est souvent par le recrutement qu'on arrive à atteindre ses rêves et sa vision. C'est pas en gérant son entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il faut pas avoir peur de recruter avec enthousiasme, vision, ambition, des personnes qui souvent vont paraître, on a un peu peur, on se dit, ah, mais non, ça va pas l'intéresser. Surqualifié. C'est un peu petit. Donc, évidemment, il faut trouver un juste milieu. Mais il faut y aller, quoi. L'ambition, elle se voit dans les personnes qu'on va essayer d'attirer autour de l'aventure parce que c'est elles qui feront le succès. Tout en sachant ce qu'on se dit, alors je sais pas si t'es d'accord avec cette idée qui circule souvent, mais les premières personnes que tu recrutes et qui sont les bonnes personnes pour tes 2 premières années sont pas forcément celles qui sont les bonnes pour les années suivantes. D'accord. Alors ça c'est très fréquent et alors heureusement il y a des exceptions. Il s'agit pas d'avoir une société inhumaine où tous les 2 ans on est sûr de partir. Donc soyons quand même heureusement il y a beaucoup d'exceptions à cette règle, des exceptions qui sont liées au parcours des personnes, qui sont liées aussi à tout un sujet qui n'est pas dans ce livre, mais on pourrait, ce serait la suite logique, c'est évidemment la formation et le développement. Bah oui. Tu parles de la scorecard et je le vois, c'est trop tard si t'en parles à la fin. Et d'ailleurs, ça amène pas mal de questions qui te rendent compte que voilà, tout le monde n'avait pas forcément le même avis. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que les gens rediscutent et rechallengent la scorecard parce que faute de grive. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'arrive et comment tu gères ça? Ça nous arrive tous, donc faut pas pareil. Il s'agit pas de donner des leçons un peu faciles. Bon, la réalité, c'est que on fait la scorecard, il faut y passer du temps. Il faut vraiment y passer du temps. On voit des candidats et là, on se rend compte soit qu'on a du mal à trouver les candidats, soit que en voyant les candidats, on comprend qu'il faut modifier quelque chose sur la scorecard. Il n'y a pas de souci à faire ça. Il faut juste continuer à être scolaire. Donc si après 2 points hebdo sur le process, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas clair ou qu'il faut préciser, un peu scolairement, on change la scorecard et on renvoie tous les décideurs. On est bien d'accord qu'on s'est dit ça, etc. C'est le conseil que je pourrais donner. Mais oui, une scorecard bouge un peu en début de process. Idéalement, plus ça avance, quand même, moins elle bouge. Idéalement, effectivement, on est d'accord. En tout cas, tu refais pas rentrer des carrés dans des ronds quand t'as un candidat finaliste que t'as vraiment envie de prendre et qui correspond pas du tout à ta scorecard. C'est pas le moment de réinventer la scorecard. Je te questionnais tout à l'heure parce qu'avec le nombre de situations que tu as accompagnées, je pense que tu t'es aussi forcément forgé une conviction sur des critères qui sont incontournables pour des dirigeants. Alors, quels sont-ils? Difficile de pas évoquer des sujets de culture et de comportement. Difficile de se dire qu'on va embaucher des dirigeants ou en fait n'importe qui n'a pas le sens par exemple de l'équipe et de l'écoute. Donc, 2 choses vraiment fondamentales. Le sens de l'équipe, je crois qu'on peut tous comprendre très directement pourquoi.
Maintenant, il y a la manière de l'évaluer, évidemment, qui est une belle science. Le sens de l'écoute et du développement, ce qui est une qualité qui se retrouve vraiment, qui est très corrélée à la capacité des personnes à devenir meilleures, en fait. Et qui, en plus, se teste pas mal en entretien, je trouve. Ces deux qualités-là, elles sont quasi toujours présentes et elles doivent être vraiment adressées dans la stratégie d'entretien. Alors, tu parles de la science de l'évaluation, justement, parce qu'une fois que tu as fait ta scorecard et que tu rencontres tes candidats et que tu as le choix, il y a quand même cette logique de comment est-ce que tu arrives à évaluer ces dimensions. Tu te donnes d'ailleurs dans ton livre des exemples de questions très précis, très concrètes pour aider à évaluer un certain nombre de critères. Qu'est-ce que tu as en fait pour t'aider à évaluer aujourd'hui? Comment est-ce que tu procèdes? C'est quoi les outils dont tu disposes, aussi bien pour des dimensions comme le sens de l'équipe que pour des dimensions comme le fit culturel? Il y a une règle, je pense, ça a deux règles générales. C'est la première, c'est d'avoir des entretiens qui soient très préparés sur ce qu'on veut tester. Ce qui se passe souvent, c'est que les entretiens filent, le temps file, et puis on se retrouve au bout d'une heure et demie, 2 heures, et bon, on a appris des choses sur le candidat, mais on a un peu le sentiment qu'on a loupé beaucoup de choses. Oui, en fait, il y a des sujets qu'on voulait aborder, qu'on n'a même pas abordés. Donc, être assez, sans que ça se voit trop évidemment, scolaire sur, ok, j'ai 20 minutes pour aller aborder, par exemple, ces points culturels. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, en effet, préparer ces questions et la manière dont on les pose et essayer de se bonifier avec le temps, d'apprendre recrutement après recrutement. Par exemple, ce que j'ai appris, on peut juste donner un exemple, mais les transitions professionnelles, c'est quelque chose qui est très connu, je suis pas du tout le seul à dire ça, mais les transitions professionnelles sont très intéressantes sur tous ces sujets d'écoute et de prise de recul. Est-ce que c'est toujours la faute de l'entreprise qui allait pas et que je critique, etc. Ou est-ce que non, je suis parti faire autre chose parce que j'avais cette envie que je voulais absolument réaliser, mais donc est-ce que ces moments de passage, on arrive à repérer les candidats positifs et qui sont pas dans la critique du passé? Ça, c'est vraiment fondamental. Pour te répondre, travailler, préparer, driver ces entretiens, être capable d'interrompre le candidat poliment quand ça commence à partir vraiment dans de longues discussions. Et puis après, le complément de tout ça, pour les postes clés, c'est les business cases. Ça, c'est vraiment une étape absolument fondamentale pour être, entre guillemets, dans le dur. En fait, là où les 2 premières réunions qu'on aura de toute façon avec le candidat, mais pour les faire pendant le process d'entretien. Alors ça, c'est vraiment un point que j'avais envie d'aborder avec toi parce que je suis aussi assez fan des mises en situation, quelles qu'ils soient, business case, simulation, etc. Et régulièrement, j'entends des personnes qui, en termes d'objection, vont me dire « Mais aujourd'hui, tu peux pas demander à un dirigeant, surtout si tu l'as chassé et que c'est pas lui qui a demandé de venir, de se prêter à ce type d'exercice. C'est scolaire, c'est déjà vu, ça prend du temps, etc., etc. » Donc j'ai ce type d'objection de temps en temps. Comment tu réponds à ça, toi? Alors c'est une très mauvaise objection, je pense, pour un peu pimenter le podcast. Merci. Très mauvaise objection. Je pense que 2 choses là-dessus. La première, c'est la transparence et la réciprocité. Fondamentale. Mettez-vous à la place du dirigeant et du coup, donnez de l'information. Ça rend le cas déjà beaucoup plus intéressant pour lui. Donnez de l'information, jouez carte sur table. Il va diriger le marketing avec une équipe de 60 personnes. Envoyez les chiffres, envoyez les présentations, envoyez l'organigramme de l'équipe. Donc, c'est pas un cas simplement entre le candidat et l'entreprise, c'est un vrai échange. Et si vous rentrez dans cet échange avec cet état d'esprit, moi, mon observation, c'est que vous augmentez votre crédibilité, mais c'est pas du pipeau, et vous augmentez votre crédibilité et vous intéressez beaucoup plus le dirigeant parce que on est sur un cas réel, on n'est pas sur un cas complètement fictif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as cité les qualités qu'on pourrait souvent rechercher. Il y en a une qu'on recherche très souvent chez les dirigeants, c'est leur capacité à bien recruter. Et donc, le candidat dirigeant, s'il ne comprend pas que ce moment d'échange, de travail, il est important pour vraiment se connaître, quelque part, c'est pas complètement positif. Et donc, c'est du coup très intéressant comme réaction. Il va venir pour travailler des années avec vous et il peut pas prendre 3 heures de réunion et de préparation. Évidemment, ces cas, vous le faites pas en début de process. On le fait avec des candidats qui ont déjà bien avancé. Donc, s'ils ont un peu de suite dans les idées, ils sont là pour apprendre, comprendre. En général, les gens qui sont pas capables de prendre ce temps-là, souvent, il peut y avoir des exceptions, et elles peuvent parfois être comprises, quelqu'un qui part en déplacement, mais souvent, c'est pas très bon signe. Ouais. Bon, je partage complètement, mais du coup, c'est super de t'entendre le dire comme ça, et je sais qu'en tout cas, il y a une inquiétude, et je la comprends, mais parfois de certaines entreprises qui se disent, voilà, j'ai déjà du mal à recruter, j'ai ce candidat, j'ai peur de perdre, en fait, des candidats parce que le processus, il est long. Alors du coup, on va parler de la longueur du processus. Là, ce que je retiens, c'est qu'en fait, quelque part, si tu le perds, ce serait de toute façon un mauvais signe, s'il n'arrive pas à comprendre aussi l'intérêt de ça et ce que ça lui apporte à lui. Donc il faut prendre le temps. Je l'ai entendu à plusieurs moments.
C'est quoi ton rapport au temps dans le recrutement, le temps qu'on dédie, mais aussi le nombre d'entretiens, peut-être la longueur du processus? Cela dit, juste pour revenir sur le point précédent, je suis d'accord qu'il y a une manière d'amener ce cas. Par contre, hein, je comprends bien que si tu envoies comme ça du travail à faire et que c'est pas compris, voilà, c'est un vrai échange avec le candidat aussi, et il y a cette notion de réciprocité qui, à mon avis, est fondamentale. Ta question et donc la réponse sur le temps, elle est difficile parce que c'est vraiment à adapter à chacun des process. Ce qui est vrai, c'est que il y a une grande règle sur les recrutements où la scorecard doit être travaillée, c'est que là, par contre, faut pas foncer au début. Ça, pour le coup, je pense, c'est une erreur. Il faut pas foncer au début. Il faut prendre du temps au sein de l'équipe de la société qui recrute. Et s'il le faut, et c'est très souvent pertinent, il faut prendre le temps d'aller voir des pairs. Vous recrutez un CFO sur une société de 150 personnes qui n'en avait pas, c'est assez nouveau pour vous. La réalité, c'est que c'est pas si facile de comprendre de qui on a besoin. Allez voir des pairs, des entrepreneurs qui ont des sociétés un peu plus évoluées, 200, 300 personnes. C'est vraiment un moment de pur partage qui est très très intéressant pour définir le profil idéal. Et en faisant ça, en plus très souvent, vous allez vous faire aider par des personnes qui vont rentrer un peu dans le jeu et seront les premières à vous envoyer des candidats. Ce sera pas du temps perdu pour avoir des leads entre guillemets de mon profil. Donc ça, c'est la réponse sur le début du process. Ensuite, sur la suite du process, j'ai pas de réponse toute faite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un recrutement important. Difficile d'imaginer moins de 4 séries d'entretiens au minimum, dont au moins 3 avec le recruteur principal, selon moi. Ok. Merci. Effectivement, il y a pas mal de débats autour de ce sujet aujourd'hui. Il y a une vraie importance, hein, c'est ça qu'on retient derrière, et pour rendre l'expérience super agile, ça justifie absolument pas de bâcler quelque part une partie de l'évaluation. J'imagine qu'il y a des choses que tu apprends aussi avec... Enfin, c'est sûr, même avec les erreurs qu'on fait dans le recrutement, ça nous en dit aussi beaucoup et ça nous permet d'aller toujours un petit peu plus loin. C'est quoi les causes principales que tu as pu détecter dans, tu vois, les erreurs que tu as vues dans les structures que tu as accompagnées, les erreurs de recrutement? Juste pour revenir au point précédent, la manière d'aller vite sans transiger sur la qualité, c'est aussi corrélé au point du début de l'échange sur le temps, l'investissement du temps du recruteur principal qui fait que il y a quelque chose à placer dans les prochains jours, et le prochain rendez-vous, pour le coup, il est pas dans 5 jours. Ouais. Il est demain à 8 heures ou il est... Alors, les causes d'échec, ça, c'est un vaste sujet. Il nous passionne tous, j'espère, puisque évidemment, en creux et positivement, on a les raisons des succès. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très positif. Il y en a plein. Il y a des causes qui sont liées au process lui-même. Puis, il y a des causes qui sont liées après, quand on a un échec, qu'est-ce que le candidat avait ou n'avait pas. Sur les process, c'est là où le sujet est passionnant. C'est que les causes, elles sont quand même à beaucoup de niveaux. En gros, c'est un marathon. Et vous pouvez vous planter, on l'a dit, sur la scorecard. Si vous n'avez pas été clair sur de qui vous avez besoin, c'est assez probable que vous n'y arrivez pas. Et ça, c'est vraiment, en pourcentage, celle-là, elle a vraiment une part de marché qui est très forte. Probablement, l'autre, c'est le manque de temps et de focus des dirigeants. Les process traînent, ils sont pas inspirants, les candidats le sentent. C'est probablement l'autre grande cause. Voilà, c'est cette espèce de sentiment qu'on peut déléguer, quoi, qu'on peut, ou que c'est pas prioritaire. Ça, c'est sûr que c'est, à mon avis, on a le top 2, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y en a qui sont terribles, et c'est surtout le process. Les plus terribles, c'est, on y est quasiment, et le candidat vient pas à la fin, il se fait rattraper par l'entreprise dans laquelle il est. On peut aussi avoir beaucoup d'autres causes. Et du coup, c'est un marathon, il faut essayer d'aller vite, il faut dédier du temps, et il faut essayer de développer recrutement après recrutement les techniques qui permettent d'éviter tous ces échecs. Pour prendre le dernier point, qui est le closing, puisque si on parle comme un commercial, il faut vraiment tout faire pour rester au plus près et au plus proche de la candidate ou du candidat. Avoir la date d'annonce du départ. Tant que le départ n'est pas annoncé, rien n'est fait. Et franchement, le soir même, il faut parler au candidat. Idéalement même, il faut le voir. J'annonce ce jour que je vais partir, etc. C'est un très bon candidat. Une chance sur 2 que tout soit fait pour proposer je ne sais quoi pour que la personne reste. Il faut pas juste attendre que ça se passe. Il faut prendre un café, un Perrier ou une bière le soir même avec la personne. Mais vraiment. Je dis pas que c'est magique, mais en tout cas, on peut réagir. Et voir le truc venir et puis éviter qu'il commence à réfléchir, entre guillemets, sans que vous ayez pu un petit peu en parler. Ça, c'est une partie entière de ton livre, du coup, sur comment est-ce que tu suis, parce qu'en fait, c'est pas rare que le candidat vienne pas après qu'il vous ait dit oui, quand même. Alors ça, c'est encore pire. Il y a la personne qui se fait, entre guillemets, rattraper. Bon, ça, on connaît tous. Et puis, alors, il y a un cas, en effet, qui est peut-être un peu plus courant maintenant. C'est la personne dit oui et finalement, elle vient pas. Même sur des profils de responsables dirigeants. Et du coup, là, les stratégies, c'est de penser le onboarding qui est globalement bien maîtrisé par les entreprises,
de le penser, en fait, dès que la personne a dit oui. C'est-à-dire qu'entre le moment où la personne a dit oui et l'arrivée, il y a déjà le onboarding, là, faut rester au contact. Un point hyper important, dans les causes qu'on nous cite, je sais pas si ça fait écho pour toi et si tu as un avis dessus, mais dans pas mal d'entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, on dit finalement, on avait probablement le candidat qui a les qualités pour faire le job, mais juste en termes de culture, ça matche pas. Et on n'a pas forcément réussi à le détecter en amont. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu entends aussi? Oui, en fait, je t'ai répondu en parlant de la manière de gérer le process. Et puis après, il y a les causes qui vont être plus sur l'analyse du candidat. Et je partage ce que tu viens de dire, et sur les près de 200 recrutements là, qui étaient ma base de données de recrutement auquel j'ai participé pour écrire mon livre, il y a peut-être eu 15-20% d'échecs. Et la raison numéro 1 est probablement davantage sur les sujets de culture plus que les sujets de pure compétence. C'est vrai. Donc je partage totalement. C'est intéressant effectivement de se dire finalement on peut avoir entre guillemets tout bien géré dans toute cette phase d'approche, et c'est une dimension qu'il faut pas sous-estimer. Tu peux avoir la personne qui coche toutes tes cases, mais juste ça marchera pas chez toi en fait. Il faut réussir à s'en rappeler aussi, à le traiter. L'évaluation des points de culture, capacité de la personne à tout ce qu'on a évoqué, l'équipe, la générosité, l'écoute, le fait de vivre bien un environnement par exemple très mouvant pour les startups, pour quelqu'un qui viendrait d'un grand groupe. Tous ces sujets-là, il faut arriver à les mettre dans les scorecards et à les tester et essayer de se développer entretien après entretien pour s'approcher, on n'y arrive jamais totalement, mais de la compréhension de ce qui pourrait marcher ou au contraire faire dérailler le recrutement. Et puis effectivement, et puis après des fois ça déraille pour des choses qui sont pas liées au recrutement en lui-même, mais ensuite au management de la personne une fois dans la structure. Et ça c'est des choses que tu peux parfois un peu moins maîtriser dans le processus. Est-ce que derrière le fit avec le manager va bien se passer? Est-ce que la personne va être bien intégrée, etc., etc. Oui, avec la limite que tu peux intégrer dans ta scorecard des choses qui sont liées à ça. C'est-à-dire que si tu sais que tu as un manager qui est top, mais qui est un peu dur, ou j'en sais rien, recruter les meilleurs, il n'y a pas un meilleur à chaque fois. C'est très lié aussi à un environnement, à une scorecard, donc c'est assez fin comme approche. Les logiques de fit, là, c'est un peu moins culturel, humain. Voilà, pour le coup, ça a énormément sa place dans les scorecards et dans la manière de décider d'un profil ou d'un autre. Ça nécessite d'avoir une très bonne compréhension de la personnalité du N+1, de comment il fonctionne dans les bons et les moins bons côtés, alors ce qui est pas toujours évident à demander au moment de la scorecard, mais aussi du reste de l'équipe, puisque finalement, et tu le disais au démarrage, on faisait un parallèle avec le sport aussi, tu peux avoir un super candidat, mais si t'as des gens qui fonctionnent pas ensemble en tant qu'équipe, ça fonctionnera pas. Oui, et c'est là aussi où il y a beaucoup de personnes critiquent un peu les approches classiques des prises de ref ou des qualités défauts, etc., et qui sont à mon avis des choses très utiles en recrutement. Mais une des manières justement de dépasser tout ça, c'est justement aussi d'être dans la réciprocité et la transparence. Quand vous avez un recrutement clé, il faut se dire les choses. Si la personne qui recrute, elle doit parler un minimum d'elle-même et elle doit accepter que d'autres personnes parlent d'elle, faisant ainsi en quelque sorte des références inversées. Il faut mettre les choses sur la table. Et en général, c'est très intéressant. On peut parfois voir que ça le fera pas. Mais en tout cas, c'est un moment de vérité et de transparence. On en parle beaucoup et je pense que là, elle est très utile, qui rend le choix beaucoup plus intéressant et l'échange beaucoup plus intéressant. Et du coup, le candidat, lui, il se livre plus. Et en général, même si le recruteur évoque un peu les moments où il est, par exemple, dur à vivre. Et en général, à la fin, c'est très vendeur de faire ça. Parce qu'on sait tous que personne n'est parfait. Donc, mieux vaut se dire les choses. Et ça, je pense que c'est les sociétés très évoluées ou les personnes assez évoluées en stratégie de recrutement qui arrivent à faire ça. Ouais, c'est hyper important. Ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même aujourd'hui les moyens de récupérer de plus en plus de données sur les candidats, là où fut un temps, et c'est encore le cas parfois, on était quand même dans une approche assez intuitive, on récupérait finalement pas énormément de choses sur le candidat, on avait un peu le CV qui vaut ce qu'il vaut. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de choses et en même temps, on donne pas toujours une vision aussi transparente au candidat, alors que dans la réalité, il faudrait arriver à quelque chose d'assez équilibré pour qu'il sache où il va mettre les pieds, en fait. C'est ça. Et puis par rapport à, alors on n'a pas parlé, mais toute cette approche par les tests que vous faites notamment, et je crois que si vous le dites souvent, il n'y a pas un bon ou un mauvais test, mais par contre, pour le coup, il y a des choses qui vont être un peu plus marquées par rapport à une culture et par rapport à une équipe ou un supérieur, entre guillemets. Et ça, là, ça devient très intéressant d'en parler, quoi. Effectivement, ça amène encore des éléments complémentaires à ce que tu as recueilli avec les questions, le business case, les prises de référence, etc. Et donc, on est vraiment dans une logique. Je pense que c'est finalement ce qui ressort de tout ce que tu nous dis, mais t'es un peu un super enquêteur en tant que recruteur. Et comment est-ce que tu vas réussir à mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble? J'avais une autre question, et je pense que malheureusement, ça risque d'être ma dernière. C'est quoi les idées reçues? Parce qu'en fait, on est quand même sur un sujet sur lequel le recrutement, ça fait un peu partie des sujets sur lesquels tout le monde se sent un peu expert. Il y a pas mal d'idées reçues qui circulent ou parfois de fausses bonnes idées. C'est quoi les pires que t'entends? Il y a pas mal de choses, on pourrait parler de beaucoup de choses.
On parlait des qualités, des défauts, ou prendre des prises de référence. Il y a pas mal d'idées reçues qui consistent à dire non, mais en fait ça marche pas, ou c'est trop dur, etc. Alors objectivement, c'est vrai que c'est pas si facile d'arriver à tirer des choses de ces thèmes du recrutement, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas le faire. Du coup, je pense que l'idée qui se développe consistant à dire que comme c'est complexe, on le fait pas, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Par contre, je reconnais qu'il faut le faire avec méthode technique et qu'il faut le faire avec beaucoup de recul. Ça, c'est probablement une idée reçue, même si elle n'est pas partagée. Donc, il y en a une autre, c'est pas une idée reçue, c'est plus une tension. C'est la diversité. Finalement, on entend un peu tout et son contraire. La diversité est riche, elle apporte de la valeur. Et c'est vrai, c'est une réalité totale. Je veux dire, c'est homme-femme, mais c'est aussi les origines sociales et évidemment les origines géographiques. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Et en même temps, tout le monde dit oui, mais la culture doit être très proche, etc. Mais la réalité, c'est que parfois la diversité, elle met ses points de culture en bridge. Donc il faut être lucide là-dessus. Il faut trouver le juste milieu. Il faut pas se raconter d'histoire. Il faut pas la fausse diversité où on est arrivé un peu sur homme-femme, mais tout le monde a fait HEC, c'est très bien. Mais je veux dire, c'est pas des idées reçues. C'est comprendre que la diversité est une force, mais sans se raconter d'histoire et donc le faire progressivement. Et par exemple, je pense que moi je vois avec les startups, quand elles évoluent, elles doivent être capables de faire évoluer un peu leurs valeurs aussi. Ça veut pas dire renier tout, mais ça veut dire juste changer, grandir comme un processus naturel, vivant. Et je pense que c'est un vrai sujet qu'on ne traite pas ici forcément, mais qui est un point de discussion qu'on a eu justement nous pas mal, notamment dans le private equity, mais dans pas mal de structures qui commencent à suivre des indicateurs de diversité, notamment dans les instances dirigeantes, etc. C'est-à-dire, ok, on va en chercher. Comment est-ce qu'on mesure le niveau de diversité qui va apporter de la valeur versus celui qu'on saura pas inclure et mettre dans des bonnes dispositions. Donc il y a besoin, en fait, la réponse à ça souvent, c'est de se dire, faut quand même être aligné sur un minimum de valeurs. Et après, la diversité aussi de mode de fonctionnement, quelque part de personnalité. Mais... Je l'ai vu des cas très concrets, des sociétés très fortes avec beaucoup de rigueur, où la rigueur et l'approche analytique sont dans les valeurs vraiment, parce que tout est carré, tout est bon. Et c'était un peu moins bon en marketing. Et oui, un jour quelqu'un un peu artiste va venir. Donc ça, c'est vraiment des bonnes discussions. Ouais, c'est passionnant. Merci beaucoup pour nous avoir apporté tout ça. Il y a beaucoup de choses très concrètes aussi, d'ailleurs, qu'on n'a pas balayées, mais que je vous invite à retrouver dans le livre, qui pour le coup est un vrai guide, un vrai outil méthodologique qui rappelle que le recrutement, ça ne s'improvise pas. Et je pense qu'on l'a bien senti pendant cet échange. Merci beaucoup pour cet échange. J'étais absolument ravi. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!